Alors j'arrête de vous dire bonjour à chaque fois que je vous vois sur un nouveau workshop. Merci d'être ici avec nous. Nous allons passer un moment sur le sujet du nouveau métier d'influenceur digital. Avec quand même, on va déjà voir si c'est un métier, influenceur digital, avec ceux qui créent les tendances sur le web. Et nous avons un casting d'influenceurs reconnus. Valentin Blanchot de Siècle Digital. Bonjour Valentin. Manuel Diaz, que vous connaissez certainement. Imakina, c'est le nom de sa société. Et Marche ou crève. On a le droit d'en parler. Hein. C'est exactement, c'est le nom de mon programme sur YouTube. Hello, hello. Voilà, la chaîne YouTube Marche ou crève. Je vous invite à regarder parce que il y a du contenu et en plus c'est un peu punchy comme on aime bien. Et Arnaud Leroux, qui est conférencier, entre autres activités, influenceur aussi, et qui a un parcours de vie assez atypique. Alors je vais commencer par toi, Arnaud Leroux. Est-ce que tu peux nous dire... J'ai récupéré les lunettes de Bob Sinclair, donc voilà, je m'en sers. Est-ce que tu peux nous dire, Arnaud Leroux, comment tu as commencé à être un influenceur ? Alors bonjour et enchanté. Donc je ne suis pas un influenceur. Je vais pendant 50 minutes m'évertuer à essayer d'expliquer pourquoi, de mon point de vue à moi, je ne le suis pas. Mais il y a à peu près un an, j'ai découvert mon nom dans des classements de top influenceurs des CDO, top influenceurs du CES, et on l'expliquera sans doute pendant 50 minutes. Quand votre nom revient assimilé à de l'influencement, vous finissez par effectivement être assimilé à un influenceur. Alors, ce qui me fait plein de bonnes choses, hein. Mais voilà, pendant 50 minutes, on va sans doute débattre autour de cette notion d'influenceur. Je suis très fier d'être sur certains sujets du digital, mais que je ne pense pas être un influenceur du digital comme d'autres peuvent l'être bien plus que moi. Voilà. Donc j'ai découvert ça il y a assez peu de temps, en fait, il y a à peu près 1 an et demi, après 21 ans dans le digital. Le nom a fini par arriver naturellement avec cette association à l'influencement. Donc, ce que tu nous dis un peu, c'est qu'on ne s'auto-proclame pas influenceur, et c'est que finalement, c'est le public, ou ce sont tes pairs qui t'adoubent et qui te reconnaissent comme tel. Manuel ? Clairement, enfin, pour qu'il y ait un leader, il faut surtout qu'il y ait des followers, hein, sinon le mec il lead pas grand-chose en fait. Enfin, déjà, il se lead lui, ce qui est un bon début, on va dire, mais bon, voilà. Quant à la question de l'influence, moi je voudrais vous faire participer un peu, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous qui bossions. Combien d'entre vous ont à un moment dans leur vie été en interaction avec un membre de sa famille, un ami ou un autre qui lui a demandé un conseil pour une décision d'achat ? N'importe quoi, une voiture, un lave-linge, une télé, etc. Levez la main, mais bien haut. Voilà, donc nous sommes tous des influenceurs. La réalité, c'est ça. Après, la question, c'est... Excuse-moi, Manuel, dans ton exemple, si je peux me permettre, quand tu as ton frère qui te demande un tuyau pour acheter une tondeuse à gazon, il te pose la question. Ouais. Quand tu es un influenceur digital, est-ce qu'il y a des gens qui te posent déjà des questions ? J'y viens. La question, elle est plutôt sous le terme influenceur tel qu'on l'entend au sens général du terme, c'est comment j'arrive à convoquer cette influence pour qu'elle impacte des gens alors qu'ils ne se posent pas encore cette question, ou alors qu'ils n'ont même rien demandé ou qu'ils n'ont pas réfléchi à cette question. Et là, c'est autre chose. Là, on peut commencer à se dire, oui, je fabrique un intérêt, je kidnappe un peu d'attention, je leur prends un pourcentage de leur attention pour essayer d'amener leur intérêt ou leur envie vers un endroit qu'ils n'avaient pas préalablement défini, etc. Parce que finalement, tous les gens qui communiquent de façon générale, c'est-à-dire que nous tous, en tant qu'humains, on fait ça tous les jours, on poursuit 3 buts, trois choses assez simples. Prendre l'attention des gens, kidnapper une partie de leur attention, fabriquer de la préférence et transformer ça dans une forme de transaction. La transaction peut être monétisée, elle peut être tu me donnes de la data, tu me donnes de la confiance, etc. Mais c'est ces 3 étapes-là, elles sont toutes simples. Il y a les gens qui arrivent à le faire à petite échelle, dans leur environnement proche, puis il y a des gens qui arrivent à le faire à plus grande échelle, et de façon plus ou moins automatisée, plus ou moins calculée. C'est ça la différence entre des micro-influenceurs, dont on reparlera peut-être un peu plus tard, qui ont une place, à mon sens, extrêmement importante pour le débat qu'on a autour de l'influence en général, et
si on fait une chaîne crescendo jusqu'aux célébrités qui certes impactent énormément de gens, mais est-ce qu'elles influencent ces personnes-là? Ça, c'est plus contestable, ou en tout cas, ça peut être débattu. Valentin Blanchot, qui est le plus jeune d'entre nous, mais la valeur n'attend pas le nombre des années, hein, n'est-ce pas Valentin? Tu as commencé sans vouloir vraiment être un influenceur, à mettre du contenu sur les sujets digitaux. Alors comment tu as commencé et comment on a décrété à un moment donné que tu étais un influenceur? Alors, j'ai commencé en licence, un peu avec beaucoup de bienveillance, en écrivant pour des gens que je pensais être étudiants, et finalement, c'était d'autres professionnels. Et finalement, comme Arnaud l'a dit et comme Manuel l'a dit, le fait d'être influenceur, c'est qu'on vous met une casquette. On ne décide pas de l'être, c'est pas un objectif de vie, sauf pour les 13 ans et demi qui voient les gens sur Instagram et qui veulent être influenceurs plus tard. Mais on finit pas, enfin, c'est pas une finalité en soi. On devient influenceur parce qu'on vous met cette casquette-là, parce que vous avez une portée et que vous êtes écouté sur plusieurs sujets. Alors à quel moment, toi, dans ton parcours, parce que tu as commencé quand même très très jeune, d'accord, à quel moment est-ce qu'on t'a proclamé influenceur? Est-ce que c'est il y a 6 mois? Est-ce que c'est à 5 ans? À quel moment? La première fois qu'on m'a identifié en influenceur, c'était en juin 2016. C'est une boîte allemande qui m'a convié sur une grosse conférence du e-commerce à Barcelone et qui m'a dit, voilà, on t'a identifié comme influenceur, on voudrait que tu viennes avec nous, que tu nous suives, notre société. Voilà, ils étaient partenaires de l'événement et que tu relayes du contenu, que tu nous suives, voilà, que tu profites aussi du lieu. C'était un super hôtel, c'était un super événement. Et c'est la première fois où je me suis dit que ouais, il y avait des gens qui lisaient ce que tu écrivais. C'est ça, ouais, et que ça avait de la portée finalement jusqu'en Allemagne, quoi. Alors je vais vous dire quelque chose d'un peu provoque et je voudrais entendre vos réactions à tous les trois. Alors déjà le mot métier d'influenceur, on verra après si c'est un métier, une fonction ou je ne sais quoi. Ça me fait penser un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, aux premières télé-réalités en France. Les jeunes qui sont rentrés dans le loft la première fois, ils n'avaient aucune idée concrète du degré de célébrité et de notoriété qu'ils allaient avoir quand ils allaient en sortir. D'où peut-être les roule-boules dans la piscine ou je ne sais quoi, d'accord ? Je pense que tout le monde voit à peu près de quoi je parle. Les influenceurs qu'on a là à nos côtés, pour la plupart, quand ils ont commencé, c'était pas dans l'intention d'être influent. Or, aujourd'hui, tout le monde veut être influenceur en accumulant des fans, des likes, et donc de la même manière qu'aujourd'hui, les jeunes qui font, je sais pas moi, les anges de la, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, les ch'tis à Marseille ou à la Bourboule, là, quand ils rentrent dans ces émissions-là, c'est très clairement pour, par la suite, être animateur télé, mannequin, etc. Donc, est-ce qu'on n'a pas un peu le même phénomène dans l'influence digitale? Arnaud, c'est à toi. Alors, je pense effectivement qu'on peut parler de phénomène. Alors, tu es un peu provoque, enfin, je vais être aussi. D'abord, je ne pense pas que tout le monde veuille être influenceur. Je pense qu'il y a des gens, effectivement, qui ont sans doute cet objectif que, personnellement, j'ai du mal à comprendre. Je le dis clairement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Influenceur, pour moi, ce n'est pas un métier. Je m'imagine mal me lever le matin en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais influencer qui aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais influencer à qui? Chérie, t'as fait quoi aujourd'hui? Bon, j'ai influencé, je sais pas, enfin, c'est ni un domaine, c'est quelque chose qui est inhérent en fait à une façon de vivre, une passion, de communiquer, de partager, de vivre cette passion, de la transmettre, etc., qui fait qu'effectivement, à un moment donné, certes, et d'ailleurs, il faut peut-être l'assumer aussi, dire à un moment donné, on estime que je suis influenceur, allez, ok, je l'accepte, je le prends, mais et effectivement, en plus, je pense que tout ça est à plugger à un autre effet qui est un effet, tu le disais, de phénoménisation en fait, de l'influenceur. On n'en a jamais autant parlé que depuis 5 ans, mais comme dans le digital, il y a des buzzwords à toutes les sauces, transformation numérique, le digital lui-même, influenceur, j'en ai jamais autant entendu parler que depuis 2012. Donc il y a un phénomène d'influencement en ce moment dans lequel on tag des gens, et d'autres se disent à un moment donné, bah tiens, comme avec le Loft, qui est un très bon exemple, je pense, c'est une bonne analogie, tiens, je vais en faire mon métier, je vais devenir influenceur. Et ça génère des choses que je pense être extrêmement négatives, c'est-à-dire d'actions qui deviendraient des actions pour devenir un influenceur. J'ai jamais rien fait, je n'ai jamais absolument rien fait en me disant pourvu qu'un jour je sois influenceur. Sincèrement, quand j'ai commencé à avoir mon nom avec la notion d'influencement associée, j'étais surpris. Je suis un être humain, donc j'ai été fier.
La seule pensée positive que j'ai eue, c'était envers ma maman. Ma maman, elle est partie en 2001, elle m'a connu, j'étais juste un ingénieur développeur dans une SS2I. Quand mon commercial il se rappelait de mon nom, franchement c'était une victoire. Il m'associait plutôt à un TJM et à un rôle chez mon client. Alors 15 ans après, être dans des top classements, c'est où je me dis, tiens... Oui, tu aimerais bien qu'elle soit là. Je me dis, tiens, enfin tu verrais ton fils, tu vois, apparemment quand il dit quelque chose, a priori, des gens l'écoutent. Voilà, je suis sûre qu'elle serait fière de toi, ta maman. Donc c'est sympa pour la dédicace. Je pense que ça lui ferait plaisir mais ce que je veux dire, de l'entendre. Est-ce que, ça, Manuel, sur le sujet de l'influenceur qui s'autoproclame un peu influenceur en accumulant les followers, alors j'ai regardé tes vidéos, je sais un peu en vrai ce que tu en penses, mais j'aimerais que... on s'arrête là alors. Non, parce que j'ai bossé avant, j'ai regardé un peu ce que tu faisais. Cette question des vrais et des faux influenceurs, comment on identifie de loin qu'un influenceur n'est pas égal à forcément quelqu'un qui a 50 000 followers? Parce qu'on peut accumuler des followers et avoir pas grand-chose à raconter. Le sujet est hyper vaste. En fait, si je fais une combinaison des deux questions, alors ça nous révèle plusieurs choses. Je pense qu'on est maintenant dans une industrie qui a identifié et qui a starifié une partie de ces personnes-là. Et à la façon, effectivement, des émissions de télé-réalité, il y a des gens qui arrivent aujourd'hui et dont la seule ambition est de se dire je veux être connu ou je veux avoir une grosse communauté, etc. etc. Donc dans les années 80, les garçons faisaient des concours de garçons et aujourd'hui ils font des concours de communauté. Donc ils se mesurent les fans et c'est comme ça que ça se passe. Ça n'a pas beaucoup de sens parce que quelqu'un peut avoir une quantité de fans absolument gigantesque, mais ne rien influencer du tout. Il va juste avoir un gros reach, mais si l'engagement, s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas d'interaction, s'il n'y a pas une forme d'engagement, de mise en action, c'est juste un gros porte-voix. D'autre part, je pense que ça doit interroger les marques que je me refuse à appeler des annonceurs. C'est bien justement là l'objet du problème, parce que comme depuis des années, elles se contentent d'annoncer, c'est-à-dire d'acheter des espaces médias, de mettre des trucs dedans, mais de surtout pas écouter, ça dit des choses de marque. Quand on a recours à des influenceurs, je pense qu'on a un vrai problème de fond dans la crédibilité de sa communication en tant que marque. D'ailleurs, ce que viennent acheter les marques, souvent chez les influenceurs, c'est de l'authenticité. Elles se disent « Ah ouais, mais j'arrive pas à passer à la mise en action », parce que mon propos, si c'est moi qui le dis, ça ne sera pas crédible. Ce qui est pathétique si on est une marque, en fait. Parce qu'à partir du moment où on a accumulé que du discours commercial et qu'on n'a pas de point de vue sur ce qui nous entoure, et que les marques ont cessé de parler et de fabriquer du contenu avec du point de vue, ce qui a existé au début de la communication, dans les années reines de la communication. Ça serait un peu comme un discours hors sol, un peu déconnecté des vraies attentes des vrais gens. C'est ça. C'est ça, tu peux manger deux types de tomates. Il y en a qui n'ont jamais touché la terre, elles n'ont juste pas tout à fait le même goût que les autres. Donc ça y ressemble, mais ce n'est pas exactement les mêmes choses. Et elles se tournent vers les influenceurs pour essayer de retrouver une forme d'authenticité, de réalité, etc. Mais on sait très bien que c'est une opération achetée et que le mec est payé pour... Bon voilà, alors après certains ont de l'éthique, donc ils disent ouais je ferai jamais de communication même payée avec des trucs auxquels je crois pas, etc. Mais toutes ces frontières sont très poreuses et je crois qu'à la fin ça dit énormément de choses sur le fait qu'il y a un trust très faible entre les utilisateurs et les marques et qu'il y a une grande nécessité d'un retour à la confiance, la transparence et autre chose que la communication commerciale, qui, à l'intérieur des instruments de la communication, est à peu près le seul qu'on a convoqué par fainéantise dans les grandes années de la publicité. Et ce que bouleverse le digital aujourd'hui, c'est qu'on demande à une marque d'avoir des points de vue, d'être capable de s'émouvoir. On l'a vu avec Je suis Charlie, etc. Des marques qui ont bougé la homepage de leur site, qui se sont convoquées, qui ont dit des choses, qui avaient envie de se montrer solidaires, etc. Et ça fait un peu de bien. Et malheureusement, aujourd'hui, la seule façon qu'elles ont de retrouver cette authenticité, c'est souvent d'outsourcer le problème auprès des influenceurs, au lieu de l'adresser intrinsèquement et de se dire comment je modifie mon mix de com.
Valentin, alors sans mauvais jeu de mots, qui est un peu notre Jean-Édouard de l'influence, bim. Non. C'est sympa, ça. Mais au départ, Merci. vous l'aimez bien, Jean-Édouard. Il est très sympa. Je dis ça parce que tu n'as pas du tout fait siècle digital pour te faire remarquer au départ, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Tu es très lu, très partagé. Il y a du contenu à valeur ajoutée. Combien ça te prend de temps? Combien coûte le temps? Alors non, parce que en fait, toi, tu n'es pas un curateur de contenu, puisqu'on avait parlé de ça. Agréger des contenus, faire de la veille sur un sujet, c'est bien. Avoir un point de vue, une vision, c'est autre chose. D'accord. C'est ça. Donc toi, tu fais beaucoup de veille, tu écris beaucoup, tu lis. C'est quand même assez chronophage. Comment tu gères ton temps pour pouvoir continuer à délivrer un point de vue? Faut d'abord lire. Dure, celle-là. Faut beaucoup lire avant d'écrire, et je pense qu'il faut aussi beaucoup pratiquer pour pouvoir avoir des choses intéressantes à relayer. Ce qui est le plus important, je pense, quand on a une certaine audience sur les réseaux sociaux et qu'on nous met une étiquette d'influenceur B2B, c'est comme Christiane qui était là ce matin, c'est qu'on peut avoir 100 000 followers, mais dire des trucs tout pourris, ou peut-être qu'il a 2000 followers, mais que c'est un peu le pape de l'inbound marketing sur l'Europe et les autres régions. Mais pour en revenir à Siècle Digital, c'est... Attends, est-ce que vous connaissez dans la salle Siècle Digital? Levez la main. Ah, t'es connu quand même, hein? Merci. Là, je vérifie votre notoriété parce que moi, on m'a dit que vous étiez des influenceurs, mais je demande quand même à notre public. Moi, je trouve que c'est un petit merci. C'est les gens qui te. Mais un grand merci quand même. C'est ça. eux qui font vivre. C'est vrai, mais un grand merci alors. Voilà. Merci. Putain, les jeunes, ils savent plus dire merci. Il est dur. Mais on a encore un long chemin à parcourir pour venir. Donc toi, il faut que tu trouves en fait tout le temps des nouvelles idées, tout le temps des nouveaux sujets, que tu fasses de la veille. Est-ce que tu as Est-ce qu'on commence un peu à te faire des appels du pied? Est-ce qu'il y a des marques diverses et variées qui te contactent? Oui, mais on nous contacte surtout pour produire du contenu sur notre site. On nous a souvent contacté aussi au début pour qu'on écrive pour d'autres marques. Donc plutôt en marque blanche, où là c'était un non, parce que je préférais avoir ma matière grise pour moi et la publier pour moi. Et même si je gagnais pas d'argent, parce que je devais être en master 1 ou master 2, il y a pas de, je perdais mon intellect et je le donnais à une marque. Ouais, donc là, ce que tu dis, c'est, on va rebondir là-dessus avec Manuel et toi, c'est que toi, tu t'es senti peut-être dans un conflit de loyauté et que tu avais le sentiment que si tu écrivais pour des marques, tu perdais un petit peu la confiance que tes internautes c'est ça, même si la marque n'allait pas forcément le dire. Je pense qu'on a quand on a un média, pas forcément en tant qu'influenceur, on a une responsabilité sur ce qu'on écrit, sur les points de vue qu'on donne, sur la justesse des arguments, des avis. Et, on peut donner son opinion, même si elle est à débattre, ce qu'on fait souvent sur Twitter, parce que c'est fait pour ça. Mais on a une responsabilité sur les milliers et centaines de milliers de gens qui viennent vous lire. Alors Arnaud, sur ce sujet-là des marques, est-ce que tu peux nous dire ton point de vue? Manuel nous explique que c'est un moyen d'être plus authentique pour les marques, pour communiquer auprès des gens, parce qu'elles ont peut-être un peu perdu le fil de la réalité. Donc recherche d'authenticité via les influenceurs par les marques. Et Valentin recherche aussi de conserver son intégrité d'influenceur pour respecter aussi sa communauté. Alors toi, après, avec la particularité de Valentin aussi, qui est Valentin l'influenceur et le média Siècle Digital qui est derrière toi. Tu as cette particularité que moi, par exemple, j'ai pas, mais que je retrouve quand même. Moi, je fais partie du groupe Open depuis un mois. Je suis Arnaud Leroux, que tu invites aujourd'hui, merci encore, mais je fais partie du groupe Open, donc on retrouve effectivement ce genre de choses. Ensuite, je suis bien sûr d'accord avec ce que tu dis, Manuel. Aujourd'hui, c'est une journée sur l'inbound marketing. Dans l'inbound marketing, on met énormément en avant aussi des notions comportementales, émotionnelles, et comme tu le dis, on cherche à avoir énormément d'authenticité, de transparence dans nos messages, et je trouve dommage, voire dommageable en fait sur la question d'outsourcer, d'externaliser des prises de parole par des influenceurs, et en même temps parfois je peux les trouver cohérentes. Il ne faut pas non plus, rien n'est blanc ni noir. Excusez-moi, c'est pas moi qu'il faut le dire. Il y a 50 nuances de gris entre les deux. Elle est bonne celle-là. Oups.
Mais par contre, non, je trouve intéressantes les marques qui savent trouver l'influenceur qui devient aussi celui qui va véhiculer naturellement, par ce qu'il est, les valeurs de la boîte. On a le droit aussi de s'appuyer sur un influenceur, une influenceuse. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de femmes. Attention. Alors on avait parlé il y a 4-5 ans, souvenez-vous, ce dont tu parles, je ne sais pas si... Les intrapreneurs, il y a 6-7 ans, on a commencé à beaucoup écrire et discuter de ce sujet-là, des intrapreneurs. Je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce qu'on peut considérer qu'un intrapreneur, c'est un influenceur au sein de son groupe ? On pourrait débattre là-dessus. Non, je le mets pas au même niveau et je ne le mets pas. Non, je parlais en fait des marques. Je dis que les marques ont parfois intérêt à passer par des influenceuses ou des influenceurs quand ceux-ci véhiculent naturellement, organiquement, les valeurs de cette marque. Et je trouve dans ce cas-là pas ça déconnant. Je dis par contre que je trouve assez déplorable le fait de passer systématiquement par des influenceurs parce que c'est une mode. Un épiphénomène de notre époque, de passer systématiquement par des influenceurs parce que c'est la mode et parce qu'effectivement ils t'amènent un reach de dingue, alors qu'à un moment donné ça va à l'encontre même de ce que l'on voit aujourd'hui depuis ce matin, l'inbound marketing, l'authenticité, etc., etc. Donc voilà, mon point de vue, il est celui-ci. Une marque, elle doit d'abord et avant tout communiquer elle-même, véhiculer elle-même, et l'influenceur, lui, c'est une entité à part qui potentiellement à un moment donné vient coller à ta marque, et dans ce cas-là, le mariage peut être possible et 1 plus 1 égale 3, quoi. Tu peux trouver quelque chose de waouh, mais ça ne doit pas être systématique. Voilà mon point de vue sur la question. Manuel, c'est quoi les conditions d'un mariage réussi au niveau des valeurs entre une marque et un influenceur ? Parce que ça peut être un peu délicat, comme le souligne Valentin, de ne pas tout faire s'écrouler en voulant jouer un coup, alors qu'on a construit sa réputation depuis des années, d'accord ? Donc c'est quand même sensible. Et en même temps, sans parler vulgairement, il faut peut-être à un moment donné gagner un peu d'argent, parce que c'est chronophage ces activités-là. Oui, et puis c'est pas malsain de gagner de l'argent en fait. Je sais qu'on a un tabou national sur la question. Non, pas nous. Non, pas nous. Je pense que les gens qui se sont inscrits à une bande marketing, ils ont pas de problème avec l'argent. Donc, je crois. Je sais pas. Il y a quelques critères de bon sens. Je pense que. Je pense qu'une marque qui a réussi sa relation avec ses consommateurs, dans l'absolu, elle ne devrait pas avoir besoin d'influenceurs. Parce que ces vrais influenceurs sont dans ses rangs. Et ces vrais influenceurs, c'est ses collaborateurs. Et quand on est une marque épanouie, qu'on dirige des moyens, certes, vers ses clients, mais aussi vers ses collaborateurs, eh ben, c'est comme le bifidus, ce qui fait du bien à l'intérieur se voit à l'extérieur en fait. Et donc normalement les premiers ambassadeurs d'une marque devraient être ses collaborateurs. Malheureusement, on voit énormément d'entreprises qui, quand ils mettent 100 à l'extérieur, mettent 2 à l'intérieur. Je vous assure que le rapport de moyens est à peu près de cet ordre-là, en tout cas dans les dossiers que je vois en Europe ou on va dire en Europe. On va pas parler de l'Asie et des US qui sont d'autres types de comportements. Donc ça, je pense déjà qu'une marque devrait d'abord s'appuyer sur ses forces vives qui sont ses premiers ambassadeurs. Ensuite, je pense que si elle fait appel à des influenceurs, elle devrait partager avec eux non pas des campagnes, mais des objectifs, des vrais challenges. Elle devrait se dire comment moi, en tant que marque, je contribue à l'objectif de Valentin pour vulgariser, rendre accessible la connaissance digitale au plus grand nombre. Comme une collaboration finalement classique. Exactement, et ne pas s'engager sur une campagne, je te paye pour faire une campagne, tu fais ça et ça devient une commande, parce que là, ça le met dans une position délicate vis-à-vis du trust avec son audience, etc., etc. Et il est obligé de se réfugier dans la nourriture avec une certaine passion pour le jarret qu'il nous a prouvé récemment. Pas plus tard qu'hier soir. Mais plutôt être dans une relation long terme, et ça lui permettrait de dire telle marque m'aide à long terme parce qu'elle me donne de la visibilité, elle me donne des moyens, etc. Et elle devient un vrai partenaire de son projet. Et la marque, en return effect,
aura au moins une certaine couche de bienveillance et n'achètera pas des espèces de campagnes de pub maquillées dans des opérations d'influence. Ce serait mon deuxième point. Donc ça serait le long terme. Et le troisième point, c'est d'être systématiquement transparent, tant pour la marque que pour l'influenceur. Quand c'est une OP commandée, payée, un post Instagram sponsorisé ou un article sponsorisé, il faut très clairement afficher que c'était une collaboration, parce que là où ça commence à être ennuyeux ne pas éthiquement, duper, rester intègre. Voilà, c'est quand c'est duper. pas dit, et que ça finit par être deviné. D'ailleurs, en général, c'est deviné en très peu de temps. Valentin, Google Analytics doit être ton meilleur ami certainement. Qui est ta communauté ? Qui est ma communauté ? Oui, tu es un influenceur. Question, est-ce que ce sont des gens qui ont une bonne culture digitale, des gens qui veulent apprendre? Est-ce que ce sont des étudiants, des gens qui bossent dans le marketing, dans la tech? C'est qui, c'est quoi? Alors, déjà, on a une belle parité, c'est qu'on est sur du 50-50. Il y a très peu de différence, ça varie sur certains mois en fonction de certains articles, mais on est du 50 hommes, 50 femmes. Et notre population la plus représentée, c'est les 25-34 ans. Donc c'est des jeunes professionnels et futurs seniors. Et après, on est sur des 35-44. Et depuis toujours, même quand on faisait 80 000 et quand on en fait 500 000 aujourd'hui, ça reste Tu peux répéter les chiffres, s'il te plaît? Bien. Les chiffres? Oui, puisque je crois que vous avez battu votre record au mois de janvier, non? Ouais, je me suis grillé. Ils sont modestes. Valentin Blanchot de Siècle Digital, ils ont battu leur record en janvier. Bah là. On est encore au mois de janvier, on est le 31 janvier, avec le chiffre de 500 000 visites pour 450 000 visiteurs. Un demi-million. Voilà. C'est bien, c'est beau. C'est pas mal. J'aimerais, Arnaud, que tu nous en dises un peu plus sur le métier d'influenceur. Est-ce que c'est un métier? Parce que ça, il faut quand même bien qu'on le traite, ce sujet-là. Pâtissier, boulanger, je ne sais pas moi, infirmière, c'est un métier. Journaliste, c'était avant un métier, aujourd'hui je ne sais plus trop, mais influenceur, est-ce que... Non, je croyais l'avoir dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, tu vas le redire. Bien, voilà. Donc ma perception à moi, effectivement, c'est que ce n'est pas un métier. Je ne conçois pas que ça le soit. Ce que je disais comme exemple, je m'imagine pas demain me dire que ma vie c'est d'influencer, que je me lève le matin avec un objectif d'être influenceur, même si encore une fois je ne renie pas l'État. Donc pour moi, être influenceur, c'est pas un métier. Non, et ce que tu disais aussi tout à l'heure, à un moment donné, c'est quelque chose qui vient à toi. Tu voulais parler, dis-moi, parle-moi. Manuel, c'est un métier ou pas? Dis-moi quelque chose. Non, c'est pas un métier. L'influence, c'est la conséquence d'une expertise. Et quand on le regarde pas comme ça s'appelle de la mode. Et ça va et ça vient. Donc on peut être à la mode un petit moment et se croire que voilà, mais l'influence... Tu veux dire que ça peut être l'effet feu de paille où d'un coup il y a un engouement démesuré pour une personne ou un sujet et puis ça fait chplof et ça retombe quelques mois plus tard. Exactement. Et je pense que quand on le regarde pas comme la conséquence d'une expertise, c'est un problème parce qu'on va fabriquer des dépressifs à grande échelle en fait dans ce cas-là. Exactement. Alors, même pour aller plus loin, tu me demandes si je le vois comme un métier, je dis comment je ne le vois pas. Pour te dire comment je le vois aujourd'hui, je le vois comme vraiment comme une expertise qui, de façon quasi passionnelle, à un moment donné, est transmise à d'autres, amenant un retour sur ta personne et sur qui tu es, non attendu, non désiré, d'influenceurs. Moi, les seuls moments où j'ai accepté d'entendre ça, en fait, c'est quand des étudiants m'ont écrit, et j'en reçois plusieurs fois par semaine, des messages d'étudiants sur Twitter, sur LinkedIn principalement, pour me demander de l'aide, des interviews, de les aider sur des thèses, etc. etc. Ou lorsque mes collègues me demandent en fait, du temps pour passer avec eux ce temps sur, par exemple, leur accès aux réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre de leur travail ou d'autres sujets sur lesquels ils m'estiment influenceur. Et pourquoi, quand je regarde en arrière, je me dis c'est plusieurs années de curation. Alors, le mot curation, d'ailleurs, il est important. Je me suis considéré curateur à un moment donné, au-delà de mon métier. Excusez-moi, une seconde. Est-ce que tout le monde dans la salle sait ce que c'est la curation de contenu?
Alors, cette curation, voilà. Donc, c'est bien, cette on va curation poser, de contenu, les en bases. effet, cette curation de contenu, c'est qu'à un moment donné, donc ça fait depuis 2013 que je lis Siècle digital. J'adore ce que je lis pour plusieurs raisons dans Siècle digital. Je reprends, tu le sais, j'en parle à mes étudiants, ils reviennent tous vers toi après. Mais je reprends en fait de Siècle digital les articles qui m'intéressent pour me les réapproprier, leur redonner quelque part ma vision, pas juste faire un copier-coller ou juste un partager, qu'il faudrait d'ailleurs remplir un peu plus des fois, sur les réseaux sociaux. Vlam, comme ça, une petite claque comme ça, je suis dégueulasse, c'est nul. Articule, s'il te plaît, mais par Arnaud. contre, clairement, je reprends ces articles-là pour me les réapproprier, leur redonner mon sens à moi, ma perception de cet article, de ce qui y est dit, pour ensuite les rediffuser sur mes réseaux sociaux, à mon auditoire. Et ça, c'est de la curation d'information. Et le fait est qu'au bout de plusieurs années de cette curation d'information sur des sujets sur lesquels j'avais assez d'expertise pour avoir cette prise de position, tout ça, c'est un enchaînement assez précis. À un moment donné, est revenu vers moi un statut d'influenceur sur les sujets en question, et pas juste influenceur du digital, parce que le digital est tellement large, vaste, qu'aujourd'hui, se dire influenceur du digital, je trouve ça hyper présomptueux, personnellement. Alors, il y a donc ce sujet influenceur sur quoi? Donc, Valentin, avec... Attends, je te repasse un micro. Siècle digital, tu fais des contenus, de la veille, de l'analyse sur tout ce qui se passe dans le digital. Est-ce que c'était le parti pris éditorial de départ de Siècle digital? Écrire sur ce qui nous intéressait, nous, à l'époque. Donc ça pouvait être du retail, ça pouvait être des réseaux sociaux, ça pouvait être un peu plus de science maintenant, de l'e-commerce. On ne s'est pas mis de limites, ce qui fait qu'on a eu, je pense, aussi une ligne éditoriale qui s'est vite éclatée. Et on a dû être un peu, bosser un petit peu plus de notre côté pour pas dire des conneries et pas se faire tacler. Manuel, les sujets de départ sur lesquels tu as travaillé, est-ce qu'ils ont évolué au fil de l'eau? Ou alors est-ce que tu es resté très focus sur tes centres d'intérêt premiers? Parce que ça fait quand même 19-20 ans, même si ça ne se voit pas parce que tu as l'air très jeune, mais je ne suis pas indélicate, je ne dirai pas ton âge, rassure-toi. J'ai pas de problème. Est-ce que tes sujets ont évolué avec le temps? Si tu parles de l'entreprise, de ce qu'on fait chez Imakina, oui, évidemment, parce qu'il y a 20 ans, moi, on m'a dit fais du Minitel, ça gagne de l'argent, le web n'a pas de modèle économique. Forcément, donc par voie de conséquence, tout ça a évolué. Donc, après, la volonté reste la même, c'est d'écrire ce qui sera l'avenir de la communication, les meilleures façons d'interagir, de rapprocher les gens des produits qu'ils aiment et des marques qu'ils aiment et qui les font rêver, etc. Ça, c'est vraiment notre statement. Et ça reste d'actualité. On a beaucoup plus d'instruments dans la caisse à outils pour le faire. Plus le web est devenu mature, plus on a d'instruments, dont certains automatisés, qui nous permettent de faire des choses intéressantes. Mais les fondamentaux restent les mêmes. Ensuite, si on parle de ce que je fais sur ma chaîne YouTube, là, c'est beaucoup plus lié à mon état d'esprit, en fait, du moment. En fait. Alors, la thématique est toujours à peu près la même. C'est un peu émotionnel et sur ce que tu ressens, et c'est un truc instinctif un peu. C'est Marche ou crève, le nom de sa chaîne. Au moins, c'est clair. Marche ou crève, déjà, on a compris, non? Le titre est quand même la promesse, comme on dit en télé. Ouais. Marche ou crève, je pense que c'est pas trop consensuel, c'est ça? Pas trop béni, oui, vu non, le titre. Et c'était, on me le demande d'ailleurs rarement, mais c'était un clin d'œil à un roman de Stephen King d'ailleurs, pour ceux qui l'ont lu, où le premier qui s'arrêtait recevait une balle dans la tête, si ma mémoire est bonne. Et donc, c'est un peu le sens du monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire que personnellement, je pense que lorsqu'on s'intéresse plus au monde dans lequel on vit, alors on market pour le passé, on market sur des comportements consommateurs qui sont faits des croyances, et ça devient catastrophique. On l'a tous vécu en réunion, c'est-à-dire que on a fait des réunions avec des gens qui disent vous croyez qu'il y a des vrais gens, alors récemment encore, vous croyez qu'il y a des vrais gens dans Snapchat, par exemple.
a dit oui, il y a des vrais gens dans Snapchat, ils sont hyper engagés. Est-ce que c'est ceux qui vous intéressent? Est-ce qu'ils correspondent à votre cible? Est-ce qu'ils ont la bonne tranche d'âge, etc., etc. Est-ce que c'est dans la bonne géographie pour vous? Ça, c'est d'autres questions. Mais oui, il y a des vrais gens. Et on a eu la même chose il y a quelques années avec Facebook, où dès que tu prononçais le mot Facebook dans une réunion, dans un comité de direction d'une grosse boîte, ils te disaient ah oui, oui, mes enfants sont dessus, mais enfin nous, quand même, on est une boîte sérieuse du CAC 40, c'est un truc pour mes enfants. Donc en fait, quand on market plus pour l'époque dans laquelle on est, quand on refuse de voir, c'est de l'anthropologie en fait. Ce qui est passionnant dans notre métier, c'est de regarder comment les gens vivent, où est-ce qu'ils s'informent, qu'est-ce qu'ils consomment, comment ils le font, quelle durée ils accordent à tel ou tel canal, quelle forme d'interaction, ou quel canal ils abandonnent au profit d'un autre. J'ai jamais entendu autant de personnes qui me disaient qu'ils n'avaient plus la télé ou qui ne regardaient plus la télé linéaire. J'ai beaucoup de peine pour mes clients qui mettent des millions d'euros pour leur parler entre la météo et le film du 20h et leur expliquer que ils sont de moins en moins vus. Et ça, il y a des espèces de logiciels comme ça qui ne sont pas reprogrammés. Je rebondis sur ce que tu dis sur la télé. Il y a quelque chose qui est passé récemment qui a beaucoup fait couler d'encre et il y a eu beaucoup de papier là-dessus. En fait, c'était un YouTuber qui s'appelle Squeezie qui était invité par, je crois, c'était Ardisson et Baffy, qui lui ont dit grossièrement qu'il était payé pour être un branleur dans sa piole d'étudiant. Et à la suite de ça, en fait, les réactions sur les réseaux... Je ne sais pas si vous avez vu cette émission, ou en tout cas le replay. Dans l'émission, ils l'ont quand même ridiculisé, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, voilà, soyons clairs, quoi. Ils l'ont humilié, rabaissé. Moi, j'ai trouvé ça pas correct du tout. Et à la suite de ça, les réactions sur les réseaux sociaux sur cette séquence, ça a été de voir à quel point les gens qui font de la télé old school, en fait, et j'ai bossé à la télé des années, donc sont complètement déconnectés de ce qui se passe, non pas depuis 6 mois, mais ce qui se passe depuis 15 ans. Et donc, on a les barons un peu de la télé historique, d'accord, face à toute une nouvelle génération de personnes qui produisent du contenu, qui intéressent les gens. Et ces deux communautés-là, ce sont pas, enfin, c'est pas les communautés, ces deux émetteurs-là de contenu, se sont pas forcément rencontrer ou parler dans les meilleures conditions. Valentin, toi qui es le plus jeune, est-ce que tu as vu cette séquence et qu'est-ce que tu en penses? J'ai vu en direct d'ailleurs. En dehors que c'est mal poli évidemment. Mais... après, c'est comme tu disais, c'est un vieux baron de la télé, Ardisson, donc c'est aussi une vieille machine. Et c'est comme un vieux patron qui s'est pas mis à la page et qui s'est pas mis à la page de ce qui est en train de se faire, des nouveaux modes de consommation du divertissement. Mais après, il y a un autre aussi parallèle, c'est qu'il y a des chaînes qui sont intelligentes et qui font venir des gens du digital dans des émissions. Il y a Monsieur Poulpe, je crois qu'il y a eu une émission avec Antoine Decaune. Il y a d'autres youtubeurs qui ont fait des apparitions, je pense, sur d'autres chaînes de télé, mais il y a une incompréhension, je pense, assez profonde des gens qui font la télé sur la consommation du divertissement et sur comment marchent les autres sphères de consommation de contenu. Il y a des émissions qui le font très bien, C'est à vous le fait super bien, en gérant bien ses réseaux sociaux, en faisant bien des petites vidéos, en les mettant bien aux bons endroits. On est en espèce de quotidien aussi, je pense, parce qu'ils ont une cible aussi qui est adaptée, et ils sont adaptés à leur cible. Mais il y a des vieilles émissions et des vieilles chaînes et des vieux, je pense, directeurs de publication, je ne sais pas comment on dit, mais qui sont à la ramasse et très rigides. Ouais. L'idée, c'était pas de critiquer la télé en général, c'était plutôt de me servir de cette séquence-là particulièrement pour montrer à quel point, comme tu dis Manuel, il y a un décalage profond parfois entre... La télé regardait toujours l'audience et le temps de cerveau disponible. C'était ça un petit peu qui était dans les tuyaux depuis des années. Là, on invite des gens qui, des fois, ont 19 ans ou 22 ans et qui ont déjà une communauté, une audience à eux tout seuls de 4 millions, 6 millions de personnes. Du coup, la question de l'audience, elle est complètement bousculée par rapport au code d'avant. Donc, on est peut-être dans une espèce de période un peu de transition entre l'audience qu'on comptait avant avec le temps de cerveau disponible des gens, et puis maintenant l'audience qu'on est capable de se créer seul en étant son propre média. Arnaud, sur le sujet de tes thèmes sur lesquels tu es influent, parce qu'on n'a pas détaillé cet aspect-là, donc c'est quoi tes thématiques de prédilection? En fait, les thématiques que j'aborde le plus sont l'intelligence artificielle, parce que dans mon parcours, j'ai été profiler et ensuite j'ai pendant longtemps étudié les comportements humains,
qui est en fait quelque chose qui m'a accompagné tout au long de mon métier et que j'ai encore aujourd'hui, qui est dans mes bagages en tant que Chief Digital Officer. Cette intelligence artificielle qui est un temps de vie, hein, on y est, on est dedans, mais aussi l'informatique neuromorphique, l'informatique quantique qui arrive dans les dizaines d'années qui viennent et qui sont des sujets qui m'intéressent particulièrement et sur lesquels je vais faire pas mal de partage et donner ma vision. J'ai fait ma propre intelligence artificielle il y a quelques années et depuis j'essaie d'accompagner aussi des groupes dans les meilleurs usages possibles avec cette intelligence artificielle. Ensuite, je coach des personnalités depuis 7 ans. Sur le personal branding et la e-réputation, donc c'est aussi un sujet qui m'intéresse, mais parce que pareil, par le prisme en fait du comportement, de l'analyse comportementale des réseaux sociaux et de la façon dont les gens interagissent avec ces personnalités, j'essaie de coacher ces personnalités sur leur façon de communiquer et d'exister. Est-ce que c'est pas un super, toi qui aimes bien ces sujets-là, les sciences humaines, ça te plaît, est-ce que c'est pas un super outil d'études sociologiques finalement? Est-ce qu'on n'a pas avec le digital l'ultime moyen d'avoir des enquêtes, non pas avec un panel d'un certain nombre de personnes à un moment T, mais au niveau études des comportements, au niveau sciences cognitives, au niveau d'études dont les individus s'approprient la connaissance, la digèrent, est-ce que finalement, là, on n'a pas tous les outils pour pouvoir... On n'a jamais autant pu analyser les comportements humains qu'avec tous les outils qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, enfin réseaux sociaux, social, quoi. On a l'humanité dans un état qu'on n'a jamais vu dans notre histoire et qu'on peut étudier parce qu'en plus de ça, on est ultra outillé pour le faire. Donc d'un côté, c'est génial, et en même temps, il y a une espèce de... ça boue, quoi. Donc il y en a tellement... Faut voir quelque chose, j'espère pouvoir en reparler après, dans l'heure qui vient, mais les biais cognitifs des êtres humains ont énormément évolué depuis une cinquantaine d'années. Donc la façon, en fait, de façon intragénérationnelle, l'être humain est en train d'évoluer, son cerveau ne mute pas, mais nos biais cognitifs, c'est-à-dire tous les biais irrationnels qui font de nous des êtres humains, sont en train d'évoluer extrêmement vite. Et tout ça est largement visible, identifiable, mesurable sur les réseaux sociaux. Donc c'est génial, c'est une période géniale. Et en même temps, elle amène, en fait, elle draine, toute cette période draine aussi avec elle tous les aspects un peu négatifs comme ça des réseaux sociaux et de la façon dont les gens, justement, ça va trop vite, ça va tellement vite que tout le monde se lâche, et d'une manière où tu parlais tout à l'heure d'un influenceur qui s'est fait effectivement casser. Il s'est fait casser parce qu'il y a une mise en lumière très rapide de ces personnes-là qui ne sont pas en adéquation avec d'autres. Excusez-moi, mais ça fait pas 3 jours qu'il fait des vidéos. Mais dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de la communication, c'est juste quelques années. À l'époque, il fallait bien plus d'années avant d'être quelqu'un de connu, réputé, influenceur. Il y en avait bien moins. Aujourd'hui, en un an, avec YouTube, tu peux devenir un influenceur. C'était pas du tout le cas avant. Je t'interromps parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et je voudrais faire rebondir Manuel sur ce sujet. Manuel, en fait, quand tu discutes, quand tu communiques, tu parles pas tellement trop de business ou de marque, en tout cas, on n'est pas tes clients, donc je ne sais pas, mais tu parles beaucoup d'études des comportements. Tu parles beaucoup, un peu comme un sociologue ou comme quelqu'un qui s'intéresse finalement plus à la façon dont les personnes s'approprient des informations et ce qu'elles en font, plutôt qu'à ce côté très retour sur investissement, sales. Oui, parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse objectivement en fait. Et effectivement, tu prends tous les contenus que je publie en vidéo, c'est extra. Alors ils sont tournés dans mon bureau, ok, d'accord, mais il n'y a pas de logo, il n'y a rien, c'est pas logotypé, il n'y a pas de promo pour Imakina dans mes contenus. Ils sont assez neutres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens se comportent et c'est l'aspect anthropologique des choses, parce que quand tu comprends ça, tu peux aider une marque à un problème à atteindre une audience particulière ou un consommateur particulier, parce que tu comprends à la fois le canal qu'il va falloir utiliser, à la fois le tone of voice qu'il va falloir utiliser, le rythme, la fréquence, etc., etc. Donc il y a finalement à peu près que cela d'intéressant c'est d'ailleurs pour ça que cela, eux, ils veulent quand même faire des ventes. On est d'accord. Tes clients, ils veulent un ROI quand même qui justifie. Oui, bien sûr. Mais ce qu'ils viennent chercher, c'est parce qu'on connaît pas plutôt bien dans différentes géographies à l'échelle mondiale les comportements dans différents marchés. Comment arriver à véhiculer leur message efficacement, en quel laps de temps, par quel biais, par quel canal et par quel truchement de plusieurs méthodologies on arrive à faire ça. C'est ça qu'ils viennent chercher. Donc quand ils
consomment mes contenus ou d'autres contenus, peu importe, ils cherchent un peu cette expertise. Malheureusement, on est un peu orphelin sur les comportements de consommation, on est un peu orphelin de chiffres français. Et c'est pour ça qu'on a lancé un observatoire des comportements de consommation qui a démarré ce mois-ci. Est-ce que c'est le nom, enfin, est-ce que ça s'appelle Observatoire des comportements de consommation.com ou est-ce qu'on peut trouver ça? Ça s'appelle Observatoire des nouveaux comportements de consommation. Le hashtag c'est OpsConso. Et pour l'instant, les infos sont sur le site, sur le blog d'Imakina, mais il va y avoir un site dédié qui arrive, etc., etc. Et on ira donner tous les chiffres parce qu'on va faire une étude d'observation de consommation chaque mois. Le dernier jeudi de chaque mois sur BFM Business, et puis ensuite on donne tout en gratuit sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'expliquer aux professionnels de la communication et des marques que par la compréhension du comportement des gens, on arrive à faire des choses redoutables. D'ailleurs, je ne veux pas balancer, mais enfin... si, je sais que tu vas le faire. Arnaud disait, on n'a jamais eu autant d'instruments entre les mains pour comprendre nos contemporains. Ils nous donnent de la data spontanément, tout le temps. On a eu un speaker ce matin qui a utilisé des slides et qui était anglophone, et qui, dans les sources, tout en bas de ces slides, disait « Étude menée sur 500 personnes parmi un panel de clients de ma société, etc. » Et je trouve ça hallucinant quand on représente cette entreprise et qu'on a des millions de consommateurs dans ces systèmes, de ne pas avoir basé ces chiffres sur ce qu'il peut constater. Il a un échantillon sous la main qui est absolument redoutable. D'autre part, je suis sûr qu'il y a des tonnes d'entrepreneurs dans la salle. Et je suis fasciné par le traditionnalisme chez les entrepreneurs. Est-ce que c'est pas parce que toi, t'es un peu comment dire, hors des clous? J'arrive, on est en 2018, je vois encore des entrepreneurs qui disent « Ah merde, il faut que je trouve un stagiaire parce que là, on a de la saisie à faire. » Et gars, il y a Amazon Mechanical Turk qui existe. Tu vois, si tu as de la saisie automatisée à faire, ça se fait. Tiens, j'ai besoin d'une expertise spontanée là-dessus. T'as 4, 5, 6 sites positionnés sur des verticaux qui sont capables de te donner une expertise redoutable que tu peux acheter in and out pour une mission spécifique. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup, particulièrement en France, moi j'ai la chance de passer beaucoup de temps à observer des consommateurs et des entrepreneurs dans différents pays, mais particulièrement en France, les espèces de réflexes à faire comme on a toujours fait, etc., etc. Ce qui revient à la même ringardise que de voir les mecs de la télé qui ont des réflexes de mecs de la télé, avec des formats télé, qui ont toujours d'ailleurs monté leur émission et fait peu de directs, ce qui est le cas d'Ardisson, et d'autre part, des mecs du web qui disent « Mais pour nous, vous savez les gars, vous êtes déjà vieux quand vous nous dites ça, parce que nous, la télé, ça ne nous fait pas rêver. » Nous, notre objectif, c'est être en live avec les gens, c'est de faire nos chaînes, c'est de faire des lives de temps en temps, etc. Donc arrêtez de nous présenter la télé comme une finalité. Donc il y a cette espèce de deux mondes qui cohabitent en se regardant et qui espèrent que la démographie fera son œuvre le plus vite possible. Valentin Blanchot. Valentin, est-ce que depuis que tu as été reconnu comme influenceur, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que quand on devient influenceur et qu'on te reconnaît comme tel, est-ce qu'on t'offre des cadeaux? Est-ce qu'on t'offre des voyages? Est-ce qu'on t'invite à parler dans des émissions, dans des colloques? Est-ce que tu as plus de filles qui crient ton nom quand tu marches dans la rue? Est-ce qu'être influenceur, c'est être reconnu online ou aussi in the real life, dans la vraie vie? On m'invite déjà un peu plus à faire des tables rondes, comme aujourd'hui. Après, mais ça, c'est parce qu'on a eu un désistement, mais... c'est ça. Merci. Non, il était prévu depuis le début en plus. Je suis pas là. On a eu deux personnes qui voilà. On a eu des petits soucis de casting sur cette table ronde, mais Valentin était bien prévu depuis le début et c'est Arnaud qui nous a rejoint et qui nous a sauvé la mise sur cette thématique. Ils sont susceptibles, les garçons, en ce moment. Tout à l'heure, en table ronde sur le inbound marketing, ils parlaient de leur silhouette. Est-ce que tu es devenue une star alors? Est-ce que tu es Donc, devenue une Valentin, star? Suis-je devenu une star? Est-ce que ta vie a changé? Non, je crois pas spécialement. Ou je le sens pas, ou je prête pas attention à ça. Peut-être qu'on va plus m'interpeller sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on t'invite pas à répondre à des interviews? Est-ce que tu n'es pas plus interviewé par des médias digitaux ou des médias classiques? Un peu plus, mais on est assez discret
Je pense, on s'est pas mis directement en avant. Après, à la naissance de Siècle Digital, on était forcément en avant parce qu'on faisait partie de ceux qui écrivaient le plus. Ouais. Mais on a écrit avec pas mal de contributeurs. C'était un peu très participatif. Et donc je pense qu'on a été identifié là-dessus parce qu'on on portait un peu le projet avec Arnaud, qui est le cofondateur du site. Mais maintenant, on a un petit peu plus interviewé, mais on reste quand même très discret. Et oui, on nous envoie un peu plus de cadeaux. Mais c'est quoi comme genre de cadeau ? C'est quoi comme genre de cadeau? C'est pas les cadeaux des années 80. Là, en ce moment, c'est la période des vœux, donc on a reçu des chocolats de Facebook, par exemple. On a une agence WPP qui nous a envoyé du thé. Enfin, c'est des trucs. Des fois, on les et granola, par exemple, Mais après, ça, c'est une autre. C'est sur un autre domaine. C'est de l'activation. C'est juste essayer de faire du earned media. C'est que quand on est identifié un peu comme influenceur, il y a des marques ou des agences qui vous envoient des produits, par exemple granola très souvent, même si on n'est pas identifié nous comme blog pub, même si on n'est pas identifié comme un relais pertinent. C'est Marcel, je crois, l'agence qui gère ça. Nous envoie des kits presse, et dedans on avait un sweatshirt avec le chien là qui fait courir le gamin. On avait je sais pas, 7 boîtes de granola, on avait une gamelle pour chien, une médaille d'or. Enfin, c'est rigolo, mais on le reçoit et on se dit bon. Mais c'est parce qu'ils espèrent que tu vas faire un article là-dessus. Un article, non, mais en fait, ça leur coûte des sous. Enfin, on rentre dans une catégorie earned media où beaucoup de gens vont recevoir le truc et vont mettre une petite story. Ah bah merci Granola, ce que je fais parce que ça change de bon procédé. La blogueuse mode, elle est contente de recevoir des rouges à lèvres, des produits de beauté par les marques. Mais lui, il est content de recevoir de la bouffe. Un blog de gaming, il est super content de recevoir la nouvelle PlayStation. Toi, tu écris des articles de fond sur la transfo digitale depuis des années. Tu reçois des granolas et des croquettes pour chiens. On m'envoie des livres aussi. Oui, d'accord. Ouais, j'ai le livre d'ailleurs du fondateur de Shaper qu'on a reçu, que j'ai pas encore lu. J'espère qu'il est pas là. Je voulais qu'il me le donne, mais je crois qu'il est parti. Je l'ai pas lu. On reçoit beaucoup de livres, ce qui nous. Après, c'est un exemple un peu plus sympa les granolas, mais ce qui est plus adapté, c'est qu'on reçoit plus de livres que de produits beauté. Oui, donc du contenu quand même qui va avec ce que tu fais. Moi, j'ai une question pour Valentin. Est-ce que quand tu considéreras être un influenceur important, tu feras une interview de toi sur le siècle digital? Parce que là, c'est vraiment un influenceur qui fait une interview d'un influenceur. Non, ce sera un peu high level. Ouais. Je deviendrai un peu BHL, c'est très bizarre. Arnaud, comment tu peux... alors c'est dur parce que tu as une approche un peu... tu t'auto-proclames pas influenceur, d'accord? Quels sont les influenceurs qui t'inspirent toi? Ça, on a le droit de les citer, c'est bon. Moi, ça me va super bien. On peut dire oui. Moi, les influenceurs qui m'inspirent, alors je commencerai par un Olivier Azrati qui, depuis des années, est vraiment quelqu'un que je trouve extrêmement pertinent dans ses prises de parole. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement pédagogue. Quand je vois ce qu'il fait, tu vois, je suis allé au CES à Las Vegas, je suis revenu, j'étais heureux d'avoir pondu 5-6 pages. Quand je vois qu'il fait 800 pages et que tu lis les 800 pages en disant mon Dieu, mais chaque mot est bien trouvé et chaque explication est bonne. Enfin, sincèrement, si vous devez suivre quelqu'un, je pense que c'est Olivier Ezrati. Excuse-moi, explique pour les gens qui ne connaissent. Est-ce que vous savez tous qui c'est, Olivier Ezrati? Explique qui c'est, si je peux me permettre. C'est dur. Ils ne se rendent pas compte en fait. Ils se rendent pas compte qu'ils parlent entre eux. Grec. Non, mais c'est quelqu'un, c'est dur de le présenter parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement large dans ses connaissances. Si je trouve qu'il y a un influenceur du digital, à la rigueur, je trouve qu'on pourrait citer Olivier Ezrati. J'ai la chance de travailler dans le groupe Open avec Christophe Tricot, qui est quelqu'un qui est extrêmement pertinent, qui est un docteur en la matière et qui est extrêmement pertinent sur l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un influenceur de l'intelligence artificielle. Voilà, je pourrais citer, j'ai la chance de faire partie de la brigade du web avec des personnes comme Martine Lejossec, comme Pierre Tran, comme Olivier Petit, qui sont pour moi des gens, Annie Lichner, qui sont des gens qui sont des influenceurs des réseaux sociaux. Jonathan Chan, qui est quelqu'un d'extrêmement pertinent aussi sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un influenceur et il a un reach incroyable, mais parce que ses contenus sont de qualité. Voilà, des sujets sur lesquels je trouve qu'il y a clairement des influenceurs, mais Olivier Ezrati est quelqu'un qui pour moi est en haut en fait d'une pyramide. C'est le seul peut-être que j'identifie comme un influenceur
du digital, voilà, quel que soit le sujet qu'il aborde, et il est toujours, que ce soit technique, fonctionnel, métier, il a une granularité dans ce qu'il transporte dans ses posts et dans ses partages, qui est toujours phénoménal. Je crois que on en a parlé, pour être franc, hier de lui. Je pense que tu as le même avis sur lui. Manuel, toi qui as ta société depuis quand même plusieurs années, qui marche bien, tu vas ouvrir plusieurs bureaux en Asie, dans plusieurs pays d'Asie. Est-ce qu'il y a toujours des influenceurs que tu suis, des gens qui t'inspirent? Oui, plein. Dans ton top 3, par exemple? Voilà, je suis un peu emmerdé parce qu'Olivier, c'est vraiment c'est un mec que j'aime beaucoup et qui écrit des trucs passionnants. Alors, je veux juste donner un nom. Donner un nom, c'est Aurélie Jean. S'il y a une personne aussi que vous devez suivre, qui est pour moi la top best codeuse du monde et qui a une façon aussi de parler du code, entre autres du code pour les femmes, suivez Aurélie Jean, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement inspirante. Désolé, j'arrête. Donc Olivier, il y a un Américain que j'aime beaucoup qui est Gary Vaynerchuk, qui avait fondé Wine Library, qui est le patron de VaynerMedia. Et après, c'est plus des entités. J'adore ce que publie IBM Research, notamment sur l'IA, sur la question de l'intelligence artificielle avec Watson et leurs travaux de recherche. Là, tu fais un tir groupé parce que du coup, tu as plusieurs chercheurs de chez IBM qui publient sur IBM Research. Donc voilà ce que fait. Alors bon, on va dire que c'est que c'est pas objectif, mais en fait il n'a pas toujours travaillé pour moi, mais il se trouve qu'aujourd'hui il travaille pour moi depuis quelques années. Pour ceux qui le connaissent, Bertrand Dupérin, dans le domaine des RH et du digital. Bertrand comment, pardon? Dupérin. Dupérin, ouais. Bertrand Dupérin, ok. Bertrand Dupérin, très bon dans le domaine des RH et du digital. Il écrit depuis des années sur ces questions en allant au fond des choses. Donc ça c'est vachement intéressant. Et puis je pense que pour l'aspect pratique des choses, tout le monde devrait lire le blog de Google sur Google Think, dans lequel il y a vraiment beaucoup de matière, des exemples faciles à mettre en action, des documents tout prêts à télécharger avec des templates, etc., issus de leur best practice. Et c'est rare de voir une boîte dans la vallée partager ses retours d'expérience interne, dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et pour ce qui a marché, de délivrer quasiment des trucs clés en main à mettre en œuvre dans les boîtes. Donc voilà, si je devais faire ma sélection rapide. Valentin, des gens qui t'influencent? Je pense qu'on se rejoint tous tu faillotes pas, tu dis pas Manuel Diaz, c'est Arnaud Leroux. J'ai une façon de suivre les personnes, c'est que je le fais c'est pas par mode, mais par sujet qui m'intéresse à l'instant T. Donc en ce moment, je me renseigne un petit peu sur les crypto-monnaies et la blockchain et le business ça va générer, tout ça. Donc il y a Sébastien Bourguignon, à qui j'ai eu l'occasion d'échanger souvent là-dessus, et voilà, c'est une personne que je suis, avec qui on discute souvent. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose aussi dont on parle de plus en plus, et même si c'est un peu plus un personnage, il y a Laurent Alexandre, qui est qui a une sacrée personnalité, on va dire. C'est rigolo aussi d'échanger avec lui, et pour un domaine qui est totalement pas digital, mais qui est très bio, mais où là je me retrouve dans la volonté de vulgariser, et là on arrive sur YouTube et on n'est plus à la télé. C'est une chaîne qui s'appelle Dirty Biology. Qui s'appelle comment, pardon? Dirty Biology. Okay. Dirty Biology, voilà. Ok. Et qui est très sympa, et qui n'est absolument pas dans mes compétences de communicant. Alors juste, quand même, j'observe que parmi les influenceurs, suivis par les influenceurs, dans les personnes que vous avez citées, à 80-90%, ce sont quand même des scientifiques et des universitaires. C'est eux les influenceurs. Donc, c'est eux qui ont la matière d'expertise. Ma question, c'est aussi, est-ce que finalement, ce rôle d'influenceur dans le digital, est-ce qu'elle n'est pas souvent un peu collée aussi à une compétence, alors qui n'est pas forcément liée à un diplôme, une thèse de doctorat, mais que finalement on est un bon influenceur quand on parle de ce qu'on connaît, de ce qu'on pratique, puisque les personnes que vous citez, c'est quand même des gens qui ont depuis des années montré en fait leurs compétences, leurs connaissances sur un domaine. C'est pas des nouveaux qui viennent d'avoir... Je te laisse répondre, mais je voudrais dire aussi qu'aujourd'hui, il y a parmi nous Florent Le Tourneur, René,
Important de mettre aussi les activités locales en avant. Florent Lautereur, je ne sais pas s'il est dans la salle, il est partenaire avec Happy to Meet You, et pour moi c'est un vrai influenceur aussi des domaines RH et recrutement, qui est un expert en la matière, hein, qui était chez Groupama avant et qui a monté sa propre boîte Happy to Meet You, partenaire de l'événement, qui est ici, je ne sais pas s'il est là, n'hésite pas à lever la main Florent, sinon je t'en veux parce que tu n'es pas venu me voir. Et c'est un vrai influenceur des domaines RH et recrutement. Donc beaucoup de scientifiques, beaucoup d'universitaires dans vos références, enfin en tout cas à vous trois, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que... Pas seulement, et puis c'est peut-être lié à nos propres biais ou nos propres sensibilités personnelles, mais tu vois, vous devriez aller voir une chaîne YouTube incroyable d'un mec qui s'appelle Léo Duff, LDU2F, et Léo comme Léo. Il est tout jeune, il parle de high-tech, mais il parle de high-tech comme personne. Il parle du high-tech comme un rappeur, il a un vrai phrasé, il a un vrai avis sur les choses. Alors, si vous n'aimez pas Apple, vous allez être un peu malheureux parce qu'il est très pro Apple, même s'il regarde les autres produits, il les compare à ça. Mais c'est quasiment de la high-tech avec du style, quoi. Le mec, il a un vrai style. Donc oui, il faut de l'expertise, ça part de là, mais ça n'a rien à voir avec le fait que le monde soit devenu numérique ou pas. C'est de toute façon un mec qui n'a pas d'expertise. Bon, bah, pour une discussion de cocktail, ça va, mais tu vas peut-être pas discuter avec lui pendant des heures et des heures, que ce soit dans le monde digital ou pas. Donc c'est l'expertise qui crée l'envie de suivre ces gens-là et qui fait qu'on leur attribue certainement une forme d'influence. Et puis pour finir, Nicolas Bouzou, que je n'ai pas cité, je m'en veux, sur l'économie, un mec génial. Il a écrit un bouquin qui s'appelait, c'est pas son dernier, mais qui s'appelait Pourquoi la lucidité habite à l'étranger, que je vous conseille de lire, tout à fait cessante. Un économiste cool qui parle normalement, on comprend ce qu'il dit, et en plus on a l'impression d'être quasiment, quasiment Einstein. Voilà. Ça, c'était un petit test. Je vais vous demander, je vais rien vous demander en fait, parce qu'en fait, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant ce moment sur le métier d'influenceur digital, qui n'est pas vraiment un métier, qui peut être une passion, une appétence, un instinct, une intuition. Un état temporaire. Un état profond. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Valentin Blanchot, Siècle Digital. Manuel Diaz, tu pourras peut-être rappeler via Inbound et la communauté là, de Inbound Marketing France la sortie prochaine de ton observatoire des nouveaux comportements des consommateurs. J'ai bon ? C'est à peu près ça. À peu près. Ouais. Et Arnaud Leroux. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous.